Donc là, j'ai prié, Bezat Hashem, pour cette maison, que des brachot, que du nachad, de la simcha, et aussi pour les demandes particulières. Donc vous dites Amen sur ce que j'ai prié, même si vous ne savez pas, c'est pas très grave. On va demander aussi que le cours soit dédié les Nishmata de ma femme Nathalie Kamrabat Saada, et aussi pour Fortune Messaouda Bat Hnina, et aussi une refoua chez les mains pour Tino Yitzhak Ben Esther Sarah. Hachem l'envoie le plus vite possible, que des bonnes nouvelles, et vous-même aussi, que des brachot dans vos familles. Vous avez sacrifié une matinée de sport, kol hakavod. Alors, c'est au début de la paracha de Veigash, tout le monde sait quand Yosef il devait rencontrer Yehuda, après que Yosef, qui était donc le vice-roi d'Égypte, il avait déjà pris Shimon, et là il avait pris donc Benjamin, et donc c'était un gros stress, et que les deux ils sont confrontés l'un à l'autre, et on pense que ça va éclater, et que Yosef il sait très bien que les frères ils sont capables de détruire toute l'Égypte, ils ont la puissance. D'un autre côté, Yehuda il est face à Yosef, enfin au roi d'Égypte, enfin au vice-roi qui a un tellement grand pouvoir, donc il y a une tension extraordinaire, d'accord? Bon, il y a beaucoup de commentaires sur cette confrontation, mais il y a un Orach Chaim incroyable qu'on va utiliser ce matin, et j'espère qu'on va en tirer, Bezat Hashem, un bon enseignement. Il dit là-bas Veigash Yehuda. C'est quoi Veigash? Normalement ça veut dire il s'est approché, oui, mais c'est aussi une guisha, c'est une approche. Quelle guisha vous avez de la situation? Quelle approche vous avez? Quelle attitude vous avez? Et là-bas, il dit une chose incroyable. Il dit le Rachaim, Kederer omro, comme ils ont dit les Chachamim, Kemaim apanim les panim, comme l'eau, ouais, alors apanim les panim, la face à la face. C'est-à-dire que quand quelqu'un se regarde dans l'eau, il a le reflet, d'accord? Et il y a une espèce de parallèle entre le reflet et la personne qui se regarde dans l'eau. Ça s'appelle apanim les panim, ouais, la face vers la face. Il dit comme l'eau qui produit cet effet-là de panim al panim, ken lève à Adam les Adam. De la même manière, le cœur de l'homme à l'homme. Ça, c'est le pasouk dans Michelet. Maintenant, il est dit le Rachaim, où le zenitrakem Yehuda, et sur cela, il s'est ingénié Yehuda, ça veut dire il a réfléchi, il a pris sur lui, les atot lève Yosef, d'influencer le cœur de Yosef, Alav, vers lui, les rachamim vers la miséricorde. D'accord? Donc maintenant, c'est son ennemi. Ok? Ils sont censés faire la guerre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Avant de lui parler, en s'approchant de lui simplement, il a eu cette pensée, il a dit, je vais essayer d'orienter son esprit vers la miséricorde, alors qu'a priori, ils sont dans un niveau de tension qui devrait amener la guerre. Il dit, Ve'ikriv darto, il a rapproché son esprit, Uretsono, et sa volonté est là vers lui, les ha'avo, les chabebo, pour l'aimer et pour le chérir. Vous me suivez ou là? Ouais. C'est qu'il s'est mis dans un esprit de dire maintenant cet homme-là, qui est probablement mon ennemi, qui veut ma mort, qui veut détruire ma famille, je vais l'aimer. Donc il a complètement inversé la tendance, la guisha, c'est-à-dire l'approche qu'il avait. Pourquoi? Kede shetit karev darto shel Yosef elav, afin que l'esprit de Yosef se rapproche de lui, les kabel devarav, pour accepter sa parole, ou piyuso, et tous les efforts de séduction qu'il essaye de faire. Il dit Ve'echer la asotken, était obligé de faire cela, c'est-à-dire de se forcer à l'aimer. Il dit Sheminateva, parce que selon la nature, Lo yechavevu bnei Yaakov ovdei avodah zara, normalement, jamais les bnei Yaakov, les enfants de Yaakov, ils vont chérir des gens qui font l'idolâtrie. Ouais. Donc ils seraient plutôt portés à les haïr qu'à les aimer. Lésé, à cause de cela, utzrach, les ficha, donc il a été obligé à ce moment-là, les affaires amoudba, ouais, d'inverser la tendance, sa nature, ou la guicho belvavo, et de se rapprocher dans son cœur. Et il dit le Orachaim, et tu vois que ça a marché, puisque juste après, Yosef, il a changé d'avis, il a dit ok, allez, il s'est dévoilé, je suis Yosef, il a arrêté toute l'histoire. D'accord? Ici, c'est marqué un chidouche incroyable. C'est marqué qu'une personne, ouais, elle peut, avec son cœur, parce que là, on ne parle pas qu'il a parlé, on ne parle pas qu'il a manipulé, on ne parle pas qu'il a influencé, on ne parle pas qu'il a agi, il n'a rien fait. Ouais. Il est venu avec une approche différente. Oui. Que là, il y avait encore une fois, deux énormes tensions. Il y avait un potentiel de conflit extraordinaire, il y avait un potentiel de guerre, il y avait un potentiel de malentendu, il y avait un potentiel de haine, il y avait un potentiel de violence.
Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chez lui contre nature. Ouais, il a renversé complètement sa nature. Et ce bouleversement de sa nature, il a fait le bouleversement de la nature de la personne en face. D'accord. Donc vous imaginez ce que vous pouvez faire avec votre mari. Mais c'est incroyable. Ouais. Que nous on dit non, il faut parler, il faut convaincre, il faut un apprentissage, il faut un travail, il faut un processus de thérapie, des fois de psychanalyse, des fois de changement de cerveau, des fois parce que ça va très loin. Ouais. L'autre jour j'ai vu un monsieur, il était tellement atteint au niveau de la bêtise que je lui ai dit écoute, je ne peux rien faire pour toi. Il m'a dit on m'a dit que vous étiez très fort en psychologie. Oui, mais toi, je lui ai dit il faut un vétérinaire. Il m'a dit mais pourquoi un vétérinaire? Je dis parce que en nous, il y a le mal, il y a le Yetzer Hara, et il y a le je, le Ani. Et quand les deux s'identifient, ça fait animal. Donc quand tu te conduis comme un animal, je peux rien faire moi, je viens avec la Chokhma, je viens avec la Torah, je peux rien faire. Il faut un vétérinaire. Le vétérinaire comprend les animaux, il dit mais monsieur, vous êtes entièrement... Est-ce que vous aboyez devant un décolleté? Oui, je peux rien faire. Quand vous revenez à la normale, que vous réfléchissez avec votre cerveau, et pas avec la partie équatoriale, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui parlait. Comme quelqu'un qui est en pleine dépression, ça sert à rien de parler du il y a des crocodiles sur les murs. D'abord, tu vas prendre un cachet, tu vas te calmer, tu vas revenir, ton cerveau, il revient, on dit en français, j'ai retrouvé mes esprits. Et là, il y a quelqu'un qui parlait. Oui, maintenant l'autre, il est dans la pression, l'autre, il est dans la peur, l'autre, il est dans le traumatisme. Bon, quand même... violence sexuelle entre 8 et 12 ans pendant des années. Donc l'autre, elle est là-bas, l'autre, il est là-bas, toi, il est là-bas. Là où il est, tu n'es pas là-bas. Ouais, comme elle disait ma femme, toujours, où elle va ta tête? Ta tête, elle est là-bas. Alors moi, je ne peux pas te parler à toi parce que ta tête, elle est là-bas. C'est logique. Ouais. Je veux dire, on dit retrouver les esprits. Ça veut dire qu'ils sont perdus. Au grenier, là-bas, dans une vieille valise. Ouais. Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la personne, elle est là, mais elle n'est pas là. Un peu comme la colère. J'ai expliqué ça plusieurs fois, mais ça a l'air d'une blague, mais c'est très sérieux. Quand la personne a dit, tu sais, la vérité, tu m'as mis en colère, tu m'as mis hors de moi. Alors moi, je dis la même phrase, je dis, mais je comprends pas, quand tu es en toi, je sais où tu es, mais quand tu es hors de toi, tu es où? Tu sais, je suis hors de moi. Non, c'est intéressant. La langue française, elle est très précise. Ouais. Mais dans la Torah, c'est la même chose. Quand la personne, elle est en colère, elle n'est pas là. C'est pour ça qu'on dit, on ne cherche pas à calmer la personne quand elle est dans la colère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Le moi, il est parti. Alors, encore une fois, il est parti dans les nerfs, il est parti dans le stress, il est parti dans la gahava, il est parti dans la psychorigidité, il est parti dans la lourdeur, il est parti dans l'identification. Ouais, mais mon père aussi, il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord? Donc, ça veut dire que des fois, on est condamné, en un seul mot, ouais, à changer. Ou non. Non, non, non. Ouais. C'est la psychorigidité, la fossilisation du cerveau, la calcification. Il y a des gens, leur cerveau devient une partie de leur crâne. Ça veut dire que leur cerveau devient un os. Alors tu vois, quand tu parles, tu dis j'ai l'impression que je suis tombé sur un os. Parce que c'est kasra. Ouais. Or, ce qui est exactement le contraire de la maturité. Parce que c'est quoi la maturité? Eh ben, c'est la souplesse existentielle, c'est la capacité d'adaptation, c'est la compréhension, c'est la possibilité de changer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui est figée, qu'en général la partie la plus extérieure, celle qui est liée à la réalité, et il y a une partie en nous qui est en fusion. Donc la partie enfant, ben, c'est celle qui peut changer, on appelle ça en français le potentiel, ouais, et chez les Khamim, ça s'appelle le lève, c'est le cœur, et il y a ça c'est le moi intérieur, et il y a le moi extérieur qui lui est lié à la réalité. Donc il y a les contingences de la réalité, il y a le temps, il y a le regard des autres, il y a le stress, il y a la vie de mes parents, il y a l'orgueil, il y a tout ça. Tout ça c'est lié au moi qui est à l'extérieur. Ça s'appelle le moi qui fait. Voilà, pour ça que les Khamim l'appellent le ma'asé. Donc vous avez compris qu'il y a le je qui fait et le je qui veut. Le je qui veut, il est à l'intérieur, il s'appelle le potentiel, il s'appelle le lève, et le je qui fait, il est à l'extérieur. Ça va toujours? Maintenant, normalement, la linéarité existentielle, c'est quand je fais ce que je veux. D'accord? Vous allez me dire, c'était pas la peine de faire tout ce détour pour dire un truc aussi simple. Le problème, c'est que les gens qui font vraiment ce qu'ils veulent, on les compte sur les doigts de la main d'un manchot, qui lui-même n'a pas beaucoup de doigts.
Peut-être il en a gardé un pour l'honneur, comme ça. Non. Mais l'idée, c'est ça. C'est que quand la personne, elle dit, les 3/4 des gens qui revendiquent « je fais ce que je veux », c'est justement des gens qui sont tellement les serviteurs de leur Yetzirara ou de leur névrose, hein, c'est la même chose, ouais, qui en fait, ils font pas ce qu'ils veulent. La preuve, c'est qu'après, je regrette ce que j'ai fait, je regrette ce que j'ai dit, ça m'a échappé, je n'étais pas moi-même, c'est trop difficile, j'ai des pulsions, je les comprends pas, je sais pas ce qui m'arrive, j'avais la tête ailleurs. Donc, tu vois bien que ton jeu à l'intérieur, qui est censé vouloir, il n'existe pas. Vous me suivez ou... Je sais pas, vous réagissez pas. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc très très important. Parce que là, je le sens, là, ça me trouble. Arrêtez de penser à quelqu'un d'autre. Quand je vous parle à vous, ça parle à vous. Mais vous, je le sens, vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous dites, dommage que le cours n'était pas mixte, le cours, il est pour lui, Mina Shamaïm. C'est-à-dire que la dernière manière de se débarrasser d'une opportunité de changer, c'est de penser que le cours, il est pour l'autre. C'est comme si tu vas chez le gynéco, tu dis mon mari n'est pas là. Ben non, il vient pas chez le gynéco, ton mari. Ouais, mais il est over. Ben toi aussi, tu es over. Ouais. Oui. Non, l'idée, c'est ça. C'est d'accepter que le cours, il est pour les personnes qui sont devant. Vous me suivez, non? Et si vous allez dire oui, mais enfin, d'accord, mais des fois, on sent que c'est mal calibré. Je vous dis un secret, mais ça reste entre nous. Hein. C'est vraiment parce qu'on est amis, que... Enfin, disons, on est amis, mais bon, c'est pas grave non plus. Ouais. Moi, en fait, le cours, je le fais pour moi. C'est vous qui assistez à mes états d'âme personnels. Pourquoi? Parce que si moi, je me mets en situation de maître et vous d'élève, que vous n'avez rien compris, et que moi, je suis au-dessus de la situation, vous n'allez pas changer. Parce que, il a dit Ben Chetrit, le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Exister, c'est être à l'extérieur. Être à l'extérieur, c'est passer du potentiel au réel. D'accord? Donc, si tu veux que l'autre existe, il faut exister toi. Si tu veux que tes enfants existent, il faut exister. Si tu veux que ton conjoint existe, il faut exister. Si tu veux que ton client existe, si tu veux que ton rave existe, si tu veux que ton élève existe, il faut exister. Ça va? Mais si tu te poses en donneur de leçons et tu dis, moi je suis magnifique, comme les 3/4 des gens, de toute façon c'est toi qui as un problème, hein, c'est toi qui es folle, hein, va chez le psy, hein, va voir ton rabbin, hein. Moi je suis très bien. Tu te dis, mais alors qu'est-ce que tu fous sur cette terre, puisque tu n'as rien à faire? Normalement les gens qui peuvent pas être mieux, ils meurent, et les gens qui peuvent pas être pires, ils meurent parce qu'ils commencent à abîmer les autres. Donc si tu es vivant, c'est que tu peux faire mieux ou pire. Alors pourquoi tu fais rien? Regarde le fossile. Il y a des gens comme ça. Ils ont des idées pourries. D'ailleurs, on le dit, il y a des vrais sceptiques et des fausses sceptiques. Toujours pas de réaction. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous êtes avec moi. Non, parce que des fois, par cavode, vous bougez la tête comme ça, mais vous comprenez rien, mais vous dites comme ça. Un peu comme le chien en plastique à l'arrière de la R12, pour ceux qui ont connu. Il y a Hasra. Ouais. Donc il faut pas être le chien à l'arrière de la voiture. Ça veut dire qu'il faut pas être en réaction à une réalité. Il faut être en décision. Mais pour cela, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur d'assez sophistiqué, d'assez construit, qui a assez confiance en soi, qui a assez de bonheur, qui a assez de joie et qui a assez d'émouna pour dire « je ». Ça va? Et quand le jeu, il maîtrise le vœu, et que ce jeu-là, il influence le jeu extérieur qu'il fait, ça s'appelle « je fais ce que je veux ». Voilà ce qu'on appelle communément la normalité. C'est d'être normal, en fait. Ouais. En fait, c'est d'être équilibré, c'est d'être heureux, c'est d'être bien. Ouais. Ou non. Ouais, je pense une chose, mais je dis autre chose. Bon, je fais genre, je suis souriante et je suis heureuse et je suis bronzée, mais j'ai plein de problèmes dans ma vie, dans ma tête, je suis mal, je vais souffrir, je vais mourir, je vais crever. Essaye de mourir, comme ça tu seras cohérente. Non. Et là, tu veux pas, tu veux la victimisation. Ah, tu veux que l'autre s'occupe de toi. Donc, comme ton jeu n'est pas développé, tu veux que l'autre remplace ton jeu. Donc, c'est des gens qui n'ont pas appris les règles du jeu. Le jeu. Toujours pas. Quand vous êtes avec moi, ouais, alors on peut aller très très loin dans le raisonnement et très très loin dans la thérapie personnelle. Si vous n'êtes pas là, parce que vous dites, bon, il est venu en retard, en plus il est compliqué, les rabbins simples, Moshe Rabbeinu, la Mimouna, non, mais chez Trit, ça va pas, c'est pas ça, du tout. Moi, mon projet, c'est de vous faire gagner 10 ans de maturité
en 1 heure. D'ailleurs, j'ai vu que le Ravishai, il est un peu dans cette école. C'est normal un peu, parce qu'il a commencé avec moi. Mais c'est bien. C'est bien que vous compreniez que la vie, elle est vécue qu'une fois et que chaque heure, c'est une valeur. Chaque seconde, c'est une valeur. Ouais, et qu'en 1 minute, on peut changer d'avis. Donc, si la Torah, elle explique comment fonctionne l'esprit, vous pouvez l'utiliser. Donc là, c'est l'Ora Haïm Kadosh. C'est pas Freud. Vous comprenez qu'il pensait qu'il faut dormir avec sa sœur pour aimer sa mère. C'est pas Einstein qui avait une vie sexuelle complètement décousue. Ouais. C'est l'Ora Haïm Kadosh. Ouais. Et l'Ora Haïm Kadosh, d'un seul coup, il te donne une leçon, en fin de compte, de psychologie. Ouais. C'est que toi, à l'intérieur de toi-même, tu développes un esprit, tu développes une pensée, et ça peut agir sur l'autre avant que tu ouvres la bouche. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, Vaïgash, il a abordé, donc c'est l'approche que tu as. Tu vas rentrer en clientèle, qu'est-ce que tu as dans la tête ? Tu vas parler à ton mari, qu'est-ce que tu as dans la tête ? Tu vas aborder ton fils, bon, il a fait une grosse bêtise, qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Tu dis, attends, t'es une maman, t'es adulte, t'es mature, toi aussi t'as fait les mêmes bêtises que ça quand t'étais jeune, donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire la même guerre que tes parents, qui ont crié. Donc du coup tu t'es mis en victime, t'as perdu 15 ans à comprendre que tes parents voulaient ton bien, ouais, et eux ils ont mis 15 ans à comprendre qu'ils n'auraient pas dû crier. 15 ans de perdu. Comme je vois des gens, ils veulent divorcer. Je dis, vous ne pouvez pas divorcer. Je dis, ah bon ? Non, parce que vous n'êtes pas mariés. On ne peut pas se marier comme des imbéciles et divorcer comme des idiots. Il faudrait bien qu'il y ait un peu de lumière entre les deux. Un peu d'air. Ah, j'ai compris, hein ? Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 2 états possibles dans la vie. 2. Il n'y a que 2 solutions. Soit tu vas être un serviteur de Dieu, soit tu vas être un serviteur du Yetzirah. J'ai dit, oui, mais de toute façon, je ne suis pas religieux. Bon, en plus, t'es con. Bon, je répète, ouais. Soit tu vas être un serviteur de Dieu, et le serviteur de Dieu, il est obligé d'être intelligent, il est obligé d'être équilibré, il est obligé d'être vrai, il est obligé d'être sincère, il est obligé d'être bien dans sa peau, ça fait partie du service de Dieu. Comme le contraire, l'autre, il est serviteur du Yetzirah, donc comme il est serviteur du Yetzirah, donc c'est Yetzirah qui remplace sa personnalité, donc lui, il a un coin de choix, donc il est dans la réaction, donc il est dans l'immaturité, il est dans la susceptibilité, il est dans la superficialité, il est dans la dimension épidermique de sa personne, qui est personne, puisque lui, il est personne, puisque sa personne, c'est l'Yetzirah. C'est vrai ou non ? Donc, en vérité, c'est ça l'idée. C'est qu'il faut quand même comprendre, une fois pour toutes, que toutes les maladies psychiatriques sont des dégénérescences de maladies psychologiques qui elles-mêmes sont des dégénérescences, des mauvaises midotes, parce que tu as remplacé ton moi par le Yetzirah. Donc, tout ce que tu vis n'est que le fruit de l'immaturité constante, qui est le rapport de non-adaptation à une réalité que tu as refusée. Là, vous devez faire un doctorat de psychologie en une phrase. Vous avez compris ou non ? Parce que la maturité, c'est quoi ? La maturité, c'est la résonance de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi ? C'est l'adaptation. En philosophie, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Maintenant, quand je m'adapte à une situation, le fait de faire l'effort de s'adapter, par résonance, ça crée chez moi la maturité. Ça va ? Donc maintenant, quand moi, je ne m'adapte pas, parce que j'envoie mes nerfs, j'envoie ma peur, j'envoie ma colère, j'envoie ma bêtise, donc moi, je ne suis pas confronté. D'accord ? Donc ma colère, elle grandit, mais mon intelligence, elle baisse. Après, comment on peut trouver des gens de 40 ans qui réagissent comme des gamines, comme des gamins ? Il n'y a pas très longtemps, une femme, elle m'appelle, écoutez, j'ai un très très gros conflit avec mon mari, parce que, en fait, bon, j'étais contrarié, parce que j'ai la Brit Mila de mon 4e, et puis j'ai pas trouvé le rouge à ongles qui va avec la couleur de mon tailleur, et donc j'étais contrarié, et donc je voulais même pas aller à la Brit Mila. Ça va ? Vous voyez, c'est des problèmes graves qui arrivent quand même, hein. Les gens, ils m'appellent pas pour rien. Je dis alors, et c'est quoi le problème ? Il dit, mon mari, il me dit, écoute chérie, quand on a 4 filles, dont 3 anorexiques, le problème, c'est pas le rouge à ongles. Et on s'est engueulé sur ça, on vous a appelé. Je suis devenu la cuvette des toilettes. Moi, toute la khara du monde, elle tombe chez moi. Ouais. Je lui dis, mais enfin, c'est une façon de parler. La réalité est bien plus grave. Je dis, mais madame, vous savez que vous avez des enfants anorexiques ? Non. Intéressant, déni de réalité. Et vous savez que votre femme, elle est très belle. Oui, elle est bête aussi. Oui, elle est même plus bête que belle. Oui, et elle est très belle. C'est que dans le film, elle pouvait jouer les 2 rôles. La belle et la bête. Khmara Yafa. Ouais. Maintenant, vous l'avez choisi.
c'est qualité morale. Et maintenant, vous dites, ouais, mais elle se conduit comme une gamine. C'est ce que tu voulais, non? Parce que toi, tu voulais la dominer. Et en plus de ça, tu avais l'impression qu'en existant, l'autre, il t'empêche d'exister. Donc, tu as dit, je vais prendre carrément quelqu'un qui n'existe pas. Le problème, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Il a aussi les défauts de ses qualités. Donc, si elle est très, très belle, elle a les défauts qui sont inclus. Parce que celle qui est moyennement belle, elle fait des efforts pour se travailler les midotes. Mais celle qui est belle, en souriant, elle fait craquer. Même son prof de physique. Donc, elle n'a pas besoin d'améliorer sa beauté. Son intelligence. Voilà. Vous avez lu le livre de psychologie qu'a écrit Claudia Schiffer? Non? Non plus? C'est normal, elle ne l'a pas écrit. T'as déjà vu un cintre qui écrit un livre, toi? Ouais. Donc, non, c'est très très important de comprendre que le défaut majeur de la réalité que nous vivons, c'est que la réalité nous ressemble. Et c'est ça ce qu'on lui reproche. Même les goïms, ils ont une expression pour ça. Ils disent, il faut se regarder dans la glace. Quand tu te regardes dans la glace, ne le prenez pas mal. Hein. Je ne veux pas, Shalom, sous-estimer vos capacités intellectuelles, mais est-ce que vous avez remarqué que quand on se regarde dans la glace, dans 98% des cas, le reflet ne fait que représenter la personne qui est devant la glace? Ça va? Vous me dites si ça va trop vite. Je sais, c'est très abstrait, c'est dur à comprendre. Vous allez dire, ben c'est évident. Non, c'est pas évident, parce que les trois quarts des gens, quand ils se regardent dans la glace, ils voient quelqu'un d'autre. Parce qu'ils accusent l'autre. Alors tu vois que le reflet n'est pas la représentation de la personne qui est en face. L'autre, il accuse sa mère, il n'a pas donné d'amour. L'autre, il accuse son père, qu'il n'a pas allaité. Ouais. L'autre, il accuse le rave, qu'il n'a pas encouragé. L'autre, il accuse le professeur, qu'il a mal noté. Un jour, si Dieu veut, un jour, quand tu vas te regarder dans la glace, il y aura toi en face. Tu vas commencer, c'est-à-dire que tu commences le vrai problème, tu commences la vraie question. Et le début de la question, eh ben, c'est le début de la réponse. Donc le début du problème, c'est le début de la solution. Mais si tu es déjà dans le déni d'être la cause du problème, donc comment tu vas être la cause de la solution? Donc il faut accepter d'être la cause. En anglais, c'est facile, c'est because. Sois la cause. Because. Ouais, tu dis non, je ne suis pas la cause. Bon, ça n'a rien à voir, je ne suis pas concerné. Je dis moi je le crois, mais en deux mots. Enfin après, c'est concerné. Je sais pas. Ça va, vous êtes bien? Il y a un manque de réactivité. Ça doit être la ménopause, je sais pas. Vous avez compris de quoi je parle ou non? Ouais. Quand tu te sens cerné, c'est souvent parce que tu es le concerné. Maintenant, tu ne dois pas te sentir cerné. Qu'est-ce qu'il y a? On est dans une situation, ouais. Eh ben, toi, tu es là, moi, je suis là. Il y a un problème qui se pose, le bon Dieu, il l'a envoyé, et on va agir, on va faire ce qu'il faut. Pourquoi tu te sens mal? Oh, c'est encore à cause de moi, toujours sur ma tête, j'en ai marre, et je le vis très mal, et ça me crée des complexes et des malaises. Mais non, c'est un problème de émouna et de cohérence. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? C'est pas évident. Donc, non, parce que si vous croyez en Dieu, vous acceptez que la réalité qui est en face de vous est adaptée à vous. Ça va? C'est ça la émouna. D'accord? Donc vous vous plaignez jamais alors, puisque c'est adapté. Ah, c'est quoi ce mari? Pourquoi j'arrive pas à maigrir? L'appartement il se vend pas, il fait chaud en Floride, il fait froid en Floride. Pourquoi tu te plains? Puisque c'est adapté. Donc je recommence. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non, c'est pas une question, c'est une formulation interrogative qui vous met en situation intelligente de réfléchir. Parce qu'il faut se poser la question. Il y avait un grand rave, qui était notre Rosh Kolel, et tous les jours, il disait, est-ce que je crois en Dieu? Mais comment? Il a écrit la Chita Bekouvetset, le mec, il a fait une correction de 10 ans, c'est un Talmid Chacham, il est connu à Yerushalayim. Ouais, oui, t'as raison. Mais étant donné que la Emouna, c'est un rapport de maturité avec la réalité, et que la réalité, elle évolue, donc tu peux pas te servir de ta Emouna de 20 ans pour les problèmes de 40 ans. Ça marche pas. Tu es obligé de faire évoluer la personne et la Emouna. Comme les enfants, ils ont 8 ans, tu leur parles d'une manière. Ils ont 28 ans, tu leur parles d'une autre manière. Ah, tu dis, il n'y a pas de différence. Bah, c'est pareil. Le respect, tu baisses les yeux, tu te tais. Je dis, papa, j'ai 28 ans. À 8 ans, tu imposes. À 16 ans, tu négocies. À 20 ans, à 25 ans, tu dialogues. Eh ben, j'arrive pas. C'est pas ma mentalité. On n'a pas grandi comme ça au Maroc. Donc, le vrai problème, c'est que tu es inadapté. Tu sais pourquoi tu es inadapté? Parce que tu n'as pas été présent
pour t'adapter. 8 ans, tu t'occupes, tu t'adaptes. 10 ans, tu t'occupes, tu t'adaptes. 20 ans, tu t'occupes, tu t'adaptes. Si tu ne t'occupes pas, tu n'as pas l'opportunité de t'adapter. Donc, tu es inadapté. Oui. Et quand tu es inadapté, tu ne peux pas avoir la maturité, parce que la maturité, c'est la résonance de l'adaptation. Ça va? Et comme tu n'as pas la maturité, tu agis avec immaturité. Et l'immaturité, c'est quoi? Tu te mets en colère, tu fais ta crise, tu ne comprends pas, tu tombes de haut, tu tombes des nues, tu es choqué, tu transfères la culpabilité, la responsabilité. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dedans pour assumer. Vous avez compris ce que je dis ou là? Encore une fois, je parle. Il n'y a personne dedans. Oui, parce que le mot personne, en français, veut dire personne et personne. Comme en hébreu, le mot ani, il veut dire je. Et le mot aïn, il veut dire le néant. C'est les mêmes lettres. Donc si la personne n'a pas tout fait pour être quelqu'un, et quelqu'un, c'est quoi? Un, c'est unique. Donc si elle n'a pas tout fait pour développer son moi unique, automatiquement, elle va être pas unique. Comme elle n'est pas unique, elle va être comme tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde, c'est personne. Il faut bien expliquer ça à vos enfants ou à vos petits-enfants. C'est que quand tu vas être comme tout le monde, tu vas être personne. Alors que la Torah, elle veut que tu sois quelqu'un. Et en plus que ce quelqu'un à l'intérieur, il soit le même que le quelqu'un à l'extérieur. Ça s'appelle en français être soi-même. Le même que soi. Encore une fois, c'est des banalités. Ouais, c'est des évidences. C'est genre l'eau qui mouille et la peinture qui colore. Et c'est ce genre de banalité que le Yetzer Hara nous empêche. C'est-à-dire, on est pris dans la réflexion sophistiquée de la prochaine décision de Trump pour avantager l'Iran ou pour aller contre les dictateurs. En vérité, on n'en a rien à foutre, en fait, puisque c'est le bon Dieu qui décide. Par contre, sur tes problèmes personnels d'inadaptation qui te créent tous tes problèmes de shalom bayit, de maman, et de femme, et de fille, tout ça t'intéresse pas. Ça, c'est... Pourtant, c'est pas chouette. Que l'évidence, c'est ce qui est évident. Donc, il faut aller vers l'évidence. Je vois moi-même que j'ai un problème de complexe, il faut que je le gère. Je vois moi-même que je réagis de manière extrêmement sensible aux remarques de l'autre, il faut que je réfléchisse. Je vois moi-même que je n'arrive pas à prendre une décision, je suis toujours en train de dire à l'autre, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Qu'est-ce que tu aurais dit? Donc, ça veut dire que je n'ai pas un moi qui décide. Moi, les gens, ils viennent, ils me demandent. Ils me disent, écoutez, Rav, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, j'en sais rien. Ils me disent, mais comment, vous êtes le Rav? Je dis, oui, mais je suis vieux, c'est un ravagé. Je dis, moi, vous êtes comme ma fille. Ma fille, qu'est-ce que je lui fais? Je lui dis, voilà, il y a ça. T'as tenu compte de ça? Dis-moi comment tu perçois la situation. Qu'est-ce que tu vois de bien? Qu'est-ce que tu vois de mal? Qu'est-ce que tu vois d'avantages? Qu'est-ce que tu vois de désavantages? Qu'est-ce que tu vois d'opportunités? Qu'est-ce que tu vois de souffrance? Qu'est-ce que tu vois de malaise? Et après, je lui dis, t'as pas parlé de ça. Donc, j'ai objectivé sa réflexion. Et après, je lui dis, maintenant, tu es en situation où tu as tous les éléments. Ouais. Et les éléments qui te concernent, et tu es la cause. Donc, ça s'appelle en français en connaissance de cause. Et maintenant, tu vas décider. Tu dis, oui, mais décider, c'est dur. Parce que grandir, c'est souffrir. Eh oui. Mais grandir, c'est choisir. Il faut choisir. Écoutez, j'ai du mal. La vérité, j'ai du mal. Vous ne voulez pas décider à ma place? Moi, je suis très, très choqué de tous ces rabbins qui décident à la place des gens. Mais il y a deux problèmes. Premier problème, c'est que les gens n'ont pas vécu leur vie, puisque Dieu leur a envoyé une question à eux, et eux, ils demandent au Rav de répondre. Premièrement. Et deuxièmement, le Rav qui est occupé à répondre aux questions des gens, il n'a jamais répondu à ces questions à lui, qui était occupé. Ça, tu vois des traces d'immaturité chez les rabbins que tu te dis, mais mince, c'est les rabbins des bois. Non, j'ai rien contre les rabbins, enfin les concurrents, mais il faut savoir qu'on est tous logés à la même enseigne, qu'on doit travailler sur nous, on doit grandir, on doit travailler notre Yetzer Hara, on doit travailler nos midot, on doit absorber notre Torah, on doit devenir. C'est tous pareil. La barbe n'y change rien. C'est pareil pour tout le monde. D'accord? Donc dans cet esprit-là, encore une fois, le Or HaChaim, il nous dit un chidouche extraordinaire. C'est que si dans ta tête, d'accord, tu as développé un sentiment inverse à ta nature,
Parce que la nature de Yehuda, elle aurait été de haïr Yosef, après tout ce qu'il a fait. Il a dit, non seulement je ne vais pas le haïr, je vais l'aimer. Ici, il y a deux choses. Premièrement, il a lutté contre la haine, ce qui est énorme. Deuxièmement, il a développé un amour à contre-courant. Et troisièmement, ce bouleversement qu'il a fait chez lui, qui était énorme, il a eu un effet miroir chez Yosef, que lui, il croyait être un goy qui était en mal de le faire souffrir, qui a décidé de se révéler qu'il est Yosef, et la situation, elle a changé. Vous me suivez ou non? Donc des fois, tu es désespéré avec un enfant. Maintenant, il est convaincu que tu ne l'aimes pas, et toi, tu dis, écoute, j'ai des bonnes raisons de ne pas l'aimer, parce qu'il n'arrête pas de me décevoir. Maintenant, si tu luttes contre cette haine-là, enfin, pas cette haine, mais cette forme de rejet, et que tu dis, je vais l'aimer quand même, je l'aime sans condition, je ne fais pas les calculs, je ne fais pas les trucs, c'est mon fils, c'est pas grave, je m'en fous de ce qu'elle dit l'école, ce qu'il dit le psy, ce qu'il dit le médecin, moi, je vais être à 100% avec lui. Pitom, lui, par effet rebond, ouais, il dit, moi aussi, bah tiens, j'ai envie de travailler à l'école, mais je ne le fais pas pour ma mère, je ne le fais pas pour mon père, je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire pour moi. C'est intéressant, c'est que toi, tu l'as fait, en fin de compte, pour toi, et lui, il le fait pour lui. Je dis, c'est l'effet miroir. Tu sais, à l'école, en géométrie, donnez ça, la symétrie. Tu sais, tu fais une mesure, truc d'un côté, refaites la même de l'autre côté. Mais c'est de la symétrie. Mais toute la vie, elle est symétrique. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Kamaïm, comme l'eau, apanim les panim, la face à la face. Tu vois, la seule différence, et ça c'est intéressant, c'est que dans le reflet, l'image, elle est inversée. Vous êtes au courant ou... Hein? Un peu comme dans la carte. Vous avez vu la carte, le roi de cœur, ouais? Il y a un roi, mais il est coupé en deux. Et en bas, il y a quoi? Un roi. Mais il est à l'envers. Ouais? Moi, je vous donne une petite perception personnelle qui n'engage que moi. Au pire, j'ai raison. Ouais? Le Aleph. Vous connaissez la lettre Aleph? Comment elle s'écrit? Avec un Vav et deux Yud. Mais un Yud à l'endroit et un Yud à l'envers. Mais le Yud, c'est la Chorma. Ouais? Bon, c'est trop loin à vous expliquer, mais faites-moi confiance. Ouais? Donc, et c'est aussi la première lettre du nom d'Hachem, Yud Kevavki, avec lequel il a créé le monde. Et là, il y a un Yud à l'endroit, c'est la Chorma. Et là, il y a un Yud à l'envers. Et le Vav, c'est quoi? Ouais, c'est le lien. Z, V, Z, V. À chaque fois que tu as un lien avec quelqu'un, ouais, ta Chorma à toi, elle voit la Chorma de l'autre à l'envers. Bien là ou là? Ouais. Mais en vérité, tu sais qu'elle est à l'envers. Pourquoi? Parce que tu la regardes dans le miroir. Mais si tu te mets dans son point de vue à lui, d'un seul coup, la chorma, elle est à l'endroit. Vous vous rendez compte? Moi, j'avais 15 ans, j'étais jeune, bon, mais j'étais pas normal, j'étais un peu... Je réfléchissais beaucoup, parce que 9 heures de philo par jour, c'est beaucoup. Hein, pour à cet âge-là, c'était baby-foot, Saint-Étienne, Guingamp, 4-0. Ouais, vraiment, c'est à haut niveau. C'est juste au-dessus de l'herbe, d'ailleurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrêtés dans l'herbe. Mais l'idée, c'était quoi? C'était de dire que quand tu es en train d'argumenter avec quelqu'un, quand tu es en conflit avec quelqu'un, quand tu es en discussion avec quelqu'un, comment tu sais si tu es objectif ou non? Parce que j'ai mon opinion, l'autre il a son opinion. On n'a pas la même opinion. C'est vrai, non? Ok. Comment tu sais qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui dit vrai? Comment tu sais? Ben, la seule manière, écoutez bien, c'est un peu violent, parce que moi j'avais 15 ans, mais vous, grâce à Dieu, vous n'en êtes plus là. C'est la seule manière de savoir si tu es objectif dans une discussion, c'est si tu es capable d'argumenter dans le sens de l'autre. Toi, tu dis oui, lui, il dit non. Ok. Maintenant, il a un argument pour le non. Ok. Toi, tu peux argumenter aussi dans le sens du non. Tu dis, mais je peux pas, c'est pas mon opinion. Je vais vous dire un truc débile. Hein. Je m'excuse. Hein. Quand les gens disent, je suis pas d'accord. Moi, je vois plein de gens qui disent, je suis pas d'accord. Bah, écoutez, Rav, je suis pas d'accord. Ça me dérange pas. C'est vrai, le droit d'être bête est constitutionnel. De toute façon. Ouais. Je dis, mais JG, jeune Jbeb, pour être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Maintenant, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu n'es pas d'accord avec ce que je pense. Donc, vas-y, explique-moi ce que je pense. Mais j'en sais rien. Mais argumente dans le sens de ce que je pense. Mais je n'en sais rien. Mais au moins, dis-moi ce que je pense. Mais je n'en sais rien. Donc, avec qui tu n'es pas d'accord? Donc, traduction, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Ouais.
Ça veut dire que tu ne peux pas être pas d'accord avec quelqu'un avec qui tu pourrais pas être d'accord. Vous suivez ou non? Parce que pour être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Maintenant, je sais ton point de vue, je connais ton argumentaire, je connais toute la démonstration, et je suis pas d'accord à cause de ça, ça, ça et ça. D'accord? Donc, comme je sais ce que tu penses, donc je pourrais être d'accord, mais j'ai un autre point de vue, et voilà ma démonstration à moi. Donc, quand on colle les deux points de vue, ce qu'on appelle la dialectique, d'accord? À ce moment-là, on décide de ne pas être d'accord. Donc, pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Ça va toujours? Oui, non? Oui, oui. Alors, je pose la question. Si pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord, donc c'est qu'on peut être d'accord. Oui? Alors, pourquoi on n'est pas d'accord? Eh oui, oui, oui. Vous avez compris l'idée ou non? C'est là que tu vois que la psychiatrie est intervenue dans le raisonnement, ce qu'on appelle l'ego. Parce que tu t'es vexé, parce que tu t'en fous de la vérité, parce que tu as besoin d'avoir raison, parce que tu as l'impression que si tu reconnais que tu n'as pas compris, bah, que tu passes pour une débile, mais ça n'a rien à voir avec l'intellect, ça. Ça va? Mais alors si tu n'es pas capable, dans ta réflexion, de faire la part de la réflexion et des émotions, de l'intellect et de la psychologie, comment tu fais pour faire des choix dans la vie? Comment tu fais pour gérer un conflit? Comment tu fais pour gérer un malaise avec un enfant? Comment tu fais pour gérer ton corps? Vous avez compris ou non? Puisque tu n'es pas en maîtrise de ton centre de décision qui s'appelle ton moi profond. C'est pour ça que moi, quand j'étais jeune, j'avais très très peur d'être un CON. Très peur. Un CON. Un convaincu, un concerné, un contribuable. Vous allez trouver un facteur commun. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi. Je vous dis 9 heures de réflexion par jour. Et pas dans les livres, hein, j'avais peur des philosophes. Quand j'ai vu qu'Aristote il était mort dans une maison de prostituée, j'ai dit lui il va m'apprendre la vie. Donc j'ai compris qu'il fallait développer sa propre philosophie. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Après quand je suis arrivé en terminale, je parlais avec le prof des choses de ma tête. Il me disait mais ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer, ça c'est Platon. Je dis je sais pas, je veux pas avoir des problèmes avec les voisins. Mais je vous dis pas ça pour vous dire ouais, je suis une star. C'est juste pour vous dire que quelqu'un d'intelligence moyenne, mais qui s'investit énormément dans un espoir de ne pas être un Brel, et le Brel, on a compris, c'est le contraire de l'intelligent. Et l'intelligence, c'est l'adapté. Donc le Brel, le CON, c'est celui qui est inadapté. Mais quand tu es inadapté, bah, tu te maries, tu es inadapté. Shalom Beit. Tu as des enfants inadaptés. Ah bah ils saoulent, ils font du bruit, il y en a marre. Ouais. Tu fais du business, tu es inadapté, bah, tu comprends pas le client, ou alors tu fais des magouilles pour avoir le résultat que tu veux, donc tu vas en prison. Tout ça pourquoi? Parce que tu es inadapté. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que tous les problèmes qu'on a dans la vie, ils viennent de l'inadaptation, qui elle-même s'appelle en français la maturité, l'immaturité. Et comme on appelle nous le mature dans le langage de la Torah, le tzaddik. Bah oui, parce que le tzaddik, il a fallu qu'il développe sa crainte de Dieu, mais il a fallu aussi qu'il développe son intelligence et sa finesse et sa pouvoir de décision et la part du Yetzer Hara chez lui et la part des peurs et la part de la névrose. Donc c'est ça un tzaddik. Donc un rachat, c'est quelqu'un qui est entièrement soumis à des pulsions intérieures qui ne viennent pas de lui et qui n'arrive pas à maîtriser. C'est marrant, il attend que je parle pour parler. Vous avez compris l'idée ou non? C'est fort. Il faut réfléchir. C'est ça le but de la vie. Bon, je peux démarrer le cours, hein? Donc vous avez compris une chose extraordinaire. C'est que Yehuda, il a été contre sa nature. Et c'est ça ce qui a bouleversé la situation. Alors il a raconté, je sais pas, il m'attend pour parler. Elle m'attend. Bon, ça aurait pu être des plombs qui ont sauté, bon, et ça, il a envoyé très jeune. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'une fois, il a raconté comme ça qu'il y avait 2 Bachorim à la Yeshiva. Il y avait un Bachour qui était jaloux d'un autre, mais vraiment jaloux. Il l'avait mauvaise, on dit en français. Et qu'est-ce qu'il a fait?
À l'époque, il y avait les cantonistes. C'était des gens qui étaient pris par l'armée russe. Ils partaient, ils restaient 20 ans à l'armée. Et quand ils partaient, ils étaient foutus. Ils devenaient goy, ils n'avaient plus rien. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, celui-là qui était jaloux? Il a été, et il a... Non, ça n'a pas pris 20 ans. Il a dénoncé le deuxième, ouais, et l'autre, il s'est fait prendre par l'armée, il est parti 7 ans. D'accord? Donc il a perdu sa vie. Au bout de 7 ans, il a été sauvé, miraculé, il est revenu vivant. Il est revenu à l'Yeshiva. Ouais. Et le Rosh Yeshiva, il savait ce qui s'était passé. Il savait que celui-là, il était jaloux. Il savait qu'il avait dénoncé à l'armée, qu'à cause de ça, l'autre, il a fait 7 ans d'armée. Il a été voir. Il a vu que celui qui avait été dénoncé, non seulement il n'avait pas la haine, mais au contraire, il s'occupait de l'autre, il lui faisait des tovotes, il lui faisait du bien. Il a dit, celui-là, il faut que je lui parle. Il l'a demandé, il a dit, mais je comprends pas. Tu sais que c'est lui qui t'a dénoncé à l'armée? Il a dit, oui, je sais. Il a dit, et tu n'as pas la haine, tu n'as pas la rancune? Il a dit, non. Il a dit, au contraire, je veux son bien. Je cherche des occasions de lui faire du bien. Le Rav, il a entendu ça. Il a dit, toi, t'es un Meller. T'es un roi. Ouais, parce que le Meller, c'est celui qui maîtrise l'esclave qui est en lui, le serviteur qui est en lui, l'enfant qui est en lui. C'est ça un adulte. Ouais. Il dit donc, il dit de la même manière qu'on dit que quand Yosef et Yehuda, ils étaient l'un en face de l'autre, on a dit c'est Meller Keneged Meller, c'est un roi en face d'un roi. Alors ils disent les commentaires, je ne comprends pas, Yosef était roi d'Égypte, mais Yehuda était roi de quoi? Il était Meller, il était roi de lui-même. Il était roi de lui-même, d'accord? Et par rapport à ça, c'est pour ça que comme il a été roi, c'est-à-dire il a été en maîtrise à 100% de lui-même, donc il a réussi à faire switcher la situation. C'est bon? Mais d'un autre côté, on va se dire, il faut trouver une solution. Myriam, il faut trouver une solution. Ça déstabilise. Ouais. Excusez-moi, hein. Parce que là, j'ai besoin de 200% de votre attention. Si je perds 80%, c'est pas grave en vérité. Mais sinon, après, je fais de l'animation, je vous vends des savonnettes. Mais si on veut faire un vrai travail, il faut qu'on le fasse en concentration. Mais là, vous avez le srout. Je fais ça, les gens ils me prennent mal des fois. Mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que j'arrête ce métier. Ce qui est important, c'est que tout ça, ça s'est passé dans la Mahashava. C'est que dans sa tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu d'influence, il n'y a pas eu d'argumentaire, il n'y a pas eu de manipulation, il n'y a rien. Rien que dans sa tête. Ouais. Alors pourquoi c'est comme ça? De là, vous voyez une chose incroyable qui s'appelle le pouvoir de la pensée. Maintenant, le mot Mahashava en hébreu, il veut dire penser. D'accord? Mais le mot Mahashava, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Alors, je vais vous le faire en résumé parce qu'on n'a pas le temps. C'est que quand est-ce que tu sais que tu penses ce que tu penses? Par exemple, là, je parle. Bon, je vous dis ce que je pense. D'accord? Maintenant, chas v'shalom, je ne permettrai pas de vous dire une chose que je ne pense pas. C'est bon? Maintenant, ça veut dire quoi une chose que je pense? Une chose que j'ai entérinée chez moi par un long process d'apprentissage, que cette chose-là, elle est devenue chez moi une intime conviction à 100%. Sinon, je ne parle pas. C'est-à-dire que si j'ai lu un truc dans un livre, mais c'est un cri douche de malade, c'est un cri douche de malade. Mais si je ne le pense pas, je ne le dis pas. Je donne un exemple. Vous savez que les enfants, ils ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on pense. Ça va? Donc si tu dis à ta fille, ma fille, sa jupe, elle est trop courte, c'est quoi ce décolleté? On dirait une fille des rues. Ok. Maintenant, la fille, elle voit que toi, tu te balades en jupe fendue. Donc, puisque tu lui dis une chose et que tu ne le fais pas, c'est qu'au fond, tu ne le penses pas. Et l'enfant, il n'entend pas ce que tu dis, il entend ce que tu penses. Donc, si toi, tu n'as pas fait le travail d'intégrer ce que tu penses, quand tu le dis, l'enfant, il n'entend rien. Après, tu dis, elle ne m'écoute pas. Elle ne compte pas. Ouais, elle est tordue. Elle est mal dans sa tête. Elle ne m'écoute pas. Mais non, l'enfant ne peut pas entendre l'incohérence, puisque l'incohérence, ça veut dire que tu ne vis pas ce que tu penses. Donc, quand tu ne vis pas ce que tu penses, tu dis pas ce que tu penses. Et comme tu ne penses pas ce que tu penses, ça ne marche pas.
Comme un gars, il m'a dit, ouais, ma femme, elle est partie de la maison, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais c'est très simple, tu l'appelles, tu lui dis que tu l'aimes. Il me dit, mais j'arrête pas. Alors, je lui dis, écoute, t'es seul dans la pièce, là? Il me dit, oui. Je lui dis, dis-moi ta femme, tu l'aimes? Il me dit, non. Non, c'est intéressant. Non, au niveau zoologique. C'est que le mec, il est en train de crever que sa femme, elle est partie de la maison. Ouais. Mais il l'aime pas. Maintenant, lui, on lui a dit qu'il faut lui dire je l'aime, je t'aime. Alors, il dit je t'aime. Mais elle, bizarrement, elle sent pas. Elle sent pas qu'il aime. C'est pour ça qu'elle est partie. D'accord ou non? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à répéter. Mais à force de répéter, à la fin, ça devient irrespirable. Ça va? Non, parce qu'incompétent, ça va, mais deux. Donc ça veut dire quoi? Ça sert à rien de dire à quelqu'un je t'aime, si tu le penses pas, ça marche pas. Ça sert à rien d'essayer d'expliquer à un enfant un truc que toi-même tu n'as pas compris parce qu'il va pas comprendre ce que toi-même t'as pas compris. Ouais. Ça sert à rien d'essayer de convaincre un client de la valeur d'un produit alors que toi tu penses qu'il est pourri. Ça marchera pas. Ouais, ça sert à rien de dire au client je suis là pour vous, je vais vous aider, je vais vous donner le meilleur de moi, alors qu'en réalité tu t'en fous, tu penses qu'à son fric. Bizarrement, à la fin de la négociation, il dit écoutez, j'ai besoin de réfléchir, pourquoi? Alors que toi, tu t'es ni à. Tu dis écoutez, tu es une vendeuse. Tu dis écoutez, moi, madame, écoutez, madame. Elle dit oui, je veux une jupe droite. Écoutez, madame, j'en ai des jupes droites. Je peux vous vendre des jupes droites. Ouais, j'ai la couleur, tout ce qu'il faut. Mais excusez-moi, vous avez des hanches. Ça va pas. Ça vous va pas. Ah, mais comment vous me parlez? Vous n'êtes pas commercial. Je dis comme vous voulez. Moi, c'est comme si ma soeur, elle me demande. Moi, je vous dis, ça vous va pas. Bon, la fille, elle dit alors qu'est-ce que je dois faire? Alors, elle dit voilà, regardez ce modèle. Il a une coupe spéciale. Tac, elle lui tombe. Tac. Oh là là, oh là là. Oh là là, mais j'ai jamais été comme ça. Toute ma vie, j'ai cru que après elle amène ses copines, ses frères, ses sœurs, $20 000 de chiffre d'affaires. Sur quoi? Sur la franchise, qui est elle-même le fruit de la cohérence, qui est elle-même l'expression de la sincérité. Eh ben, Mziana, t'as compris que d'être toi-même, ça rapporte. T'as compris, non? C'est comme les gens, ils n'osent pas lui dire, j'ose pas lui dire. Du coup, tu lui dis pas. Ouais. Du coup, lui, il comprend rien. Il dit, ouais, mais il devrait comprendre. Si, même vraiment, il devrait comprendre. Je dis, bien, il faut le dire. C'est le meilleur médecin du monde. Le meilleur médecin. C'est $18 000 la consultation. Si tu lui dis pas où t'as mal, il sait pas. Tu dis, quand même, il est payé. C'est cher. Quand tu dis à ton mari, ben, j'aime pas ce truc-là. J'aime pas. Il dit, ah ouais, écoute, non, fais comme tu veux. Si tu veux continuer à le faire, fais-le. De toute façon, c'est ta sexualité à toi, hein, parce que tu l'as fait tout seul. Ouais, mais moi, j'aime pas. Alors il dit, bah, oui, mais c'est dur à dire parce qu'il y a des choses qui sont gênantes. Il y a une forme de pudeur. Mais non, pudeur, ça veut dire que c'est plus l'heure pour le faire. Il y a pudeur. Alors que le bonheur, c'est de venir à la bonne heure. Et c'est le bonheur. Vous parlez français, non? Vous n'aviez jamais remarqué que le mot bonheur, il s'écrit en deux mots, bonne heure. C'est quoi la bonne heure? L'heure, d'ailleurs, bonne, c'est Tova. Et heure, c'est Shara. Et on dit Shara Tova. Mais Shara Tova, c'est ça le bonheur. Parce qu'on dit Shara Tova, Shara Tova, Shara Tova. Mais non, Shara Tova, ça veut dire le bonheur. Le bonheur, c'est l'heure. L'heure, c'est le temps. Le rapport avec le temps, ben, c'est quoi? C'est d'être. Ouais. Et quand l'être, il est bien, ça s'appelle en français le bien-être. Maintenant, être, c'est un rapport que tu as avec la réalité. La réalité, c'est le temps. Donc, quand toi, tu es à la bonne heure, ouais, c'est-à-dire que tu es en rapport d'adéquation avec la réalité qui se propose à toi, qu'elle soit bonne ou elle soit mauvaise, ça s'appelle le bonheur. D'accord? Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ah, c'est pas le moment, c'est trop, je suis pas prête, j'ai pas envie, et puis ça me saoule, et puis qui a dit que c'est moi, ça me concerne pas, ça. La réalité, elle est là. Qui c'est qui la met en place? Le bon Dieu. Donc le bon Dieu, il s'est trompé. Mais toi, t'es maligne. Toi, t'es zéchachama. T'as fait 2 ans de psycho, bon, t'as arrêté parce que t'étais paresseuse, mais quand même, tu as fait 2 ans d'études de psycho. Ouf. Tu vas être plus racham que le bon Dieu. Plus racham que le Rabbi Kibaiger, plus racham que le Midrash. Vous savez, l'intelligence, c'est aussi de reconnaître ses capacités. C'est bien. Ouais. Donc, dans cette logique-là, ce que tu es vraiment,
c'est ce que tu es au fond de ton cœur. Et ton cœur, c'est quoi? C'est pas les émotions ou le muscle. C'est le centre de la personne. Merkaz Adam. Ouais, quand on dit le cœur du problème, vous avez compris que le problème n'a pas un cœur. Le cœur du fruit, tu prends une poire, tu la coupes en deux. Est-ce qu'il y a du sang qui coule? Non. Pourtant, cette poire que tu as épousée, tu lui as brisé le cœur. Bon, c'est pas grave. Ouais, vous avez compris l'idée ou non? Donc le cœur, c'est le centre. Le centre, c'est l'endroit de la décision. Et c'est là-bas qu'il y a la machashava. Donc il dit Rav Yerucham, un homme toute sa vie, une femme toute sa vie, elle fabrique sa machashava. Ça veut dire ce que tu penses vraiment. Ce que tu penses vraiment. Ouais, c'est ça ta pensée. Maintenant, il faut savoir que la pensée, eh ben, c'est ta définition. Et elle forme l'essence de ton être. Et en plus de ça, il dit le Ramban que la semence est faite à 99% de pensée. Donc la semence, elle n'est pas faite avec ce que tu crois, avec ce que tu veux, avec ce que tu désires, avec ce que tu souhaites, avec ce que tu espères, avec ce que tu pries. Elle est ce que tu es. Donc les enfants, ils ressemblent à quoi? À l'intime conviction. Tu dis oui, mais moi j'avais des autres projets, moi je voyais les choses autrement. On ne peut pas tricher parce que la semence, c'est comme le sang. Il y a l'ADN dedans. Ouais. Si on retrouve ton ADN sur une scène de crime, tu dis je m'en fous, je suis le cousin du commissaire. Tu vas aller en prison. Il y a ton ADN. On ne peut pas tricher avec l'ADN. L'ADN, c'est le gène. Et quand il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. En plus, l'ADN, c'est quoi? ADN, Aleph, Dalet, Nun. Avec le yeux de la Chorma, ça fait Adonai. Adonakol. Il n'y a pas où aller, il n'y a pas. Tu dis non, mais moi j'ai une autre approche, moi j'ai une vision plus philo, plus. Non. L'ADN. L'ADN de la personne, c'est son essence. L'ADN de la Torah, de la pensée, c'est la Torah. L'ADN du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. L'ADN des chiffres, c'est le 1. Parce que le 1 en physique, c'est l'équilibre. En mathématiques, valeur absolue de 1, c'est 1. Donc tu as compris qu'en vérité, c'est ça l'ADN. Mais tu peux refuser. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord. J'ai ma vision des choses, je vois les choses différemment, je pense qu'il faut être plus ouvert, il faut être plus cool, il faut faire des rabbins femmes, il faut faire des nudistes trucs, il faut marier des homos. C'est pas grave. Tu as le droit de réfléchir, tu as le droit de parler, tu as le droit d'exprimer, tu as même le droit de péter. Tu vois, la liberté quand même, c'est beau. Non, c'est vrai, non? Ça s'appelle s'exprimer. Sauf que là, le sexe, il est primé. D'accord? Parce que les gars, ils passent au Word parce qu'ils sont homos. Donc, ouais. Donc, mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que c'est pas parce que tu as le droit de parler que ça s'appelle le Hémet. Maintenant, chacun, il est devant ce choix. Je suis plus religieux, je suis moins religieux, je suis plus cohérent, je suis moins cohérent, je suis plus essentiel, je suis plus superficiel. Oui, mais fais attention, parce que tout ça, c'est l'ambiance, c'est la communauté, c'est le club, c'est le spa, c'est le salon de thé, c'est la rigolade. Mais un jour, tu vas arriver à 120 ans devant le bon Dieu. Il va dire alors, qu'est-ce que tu penses? Tu vas dire, attends, je vais demander aux copines. Quelle copine? Je vais demander à mon influenceuse. Quelle influenceuse? Elle n'a pas de cerveau. Ça va? C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit être bête. Hein. Moi, j'ai eu des femmes qui étaient beaucoup plus intelligentes que moi. D'ailleurs, la mienne, elle était beaucoup plus intelligente que moi. Maintenant, j'étais beaucoup plus sophistiqué qu'elle au niveau intellectuel. Mais au niveau intelligence de vie, elle était 1 million de kilomètres devant moi. Alors, à quoi ça sert d'être intelligent si tu as un remar dans les décisions? Si tu fais des erreurs avec tes enfants? Si tu fais pas les bons choix? À quoi ça sert de dicter des dissertes de philo si tu n'as pas l'intelligence de la vie? Vous me suivez là? Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sa machashava. Alors c'est quoi la machashava? C'est pas l'intellect. J'ai coupé les cheveux en 4 et j'ai compris que en vérité la perception de l'existence de l'autre ne doit pas être une agression parce que j'ai compris qu'il y a de la place pour tout le monde. Non, arrête la philo, arrête. Tu risques de devenir intelligent. Ouais. Non. C'est que, en fait, tu ne sais que tu penses ce que tu penses que si tu vis en fonction de ce que tu penses. Par exemple, vous avez votre copine, c'est votre copine. C'est Jennifer. Vous, c'est Alexandra, l'autre, c'est Jennifer.
Jennifer, ma fille, ma vie, ma neshama, Jennifer, ma copine, ma soeur, on se connaît depuis la petite école, quoi. T'es ma vie, t'es ma soeur, t'es mon sang. Oh, quelle déclaration d'amour. Bon, alors, tu l'appelles, bon, alors tu es en train d'accoucher, tu dis, écoute chérie, mon mari, il est au Venezuela, je trouve pas de Uber, et je suis en train d'accoucher. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Toi, tu as le permis, moi je l'ai pas, tu me prends et tu m'amènes à la clinique. Et l'autre, elle dit, écoute, excuse-moi, je suis désolé, mais là, tu comprends, il y a l'Eurovision qui est en direct, j'ai peur de rater avec le décalage horaire, puis je vais connaître le résultat demain matin, j'aurais pas assisté à l'émotion de l'instant présent. Bon, t'es un peu déçu, la vérité, bon, mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que, écoute bien, tu pensais que c'était ton ami, mais c'est pas ton ami. Attention, il y a plus vicieux au niveau psychiatrique. C'est qu'elle pensait qu'elle était ton amie, et elle ne l'était pas. Parce que quand est-ce que tu reconnais les amis? Quand tu as besoin, ils sont là. Donc ça veut dire, écoutez-moi bien, ça veut dire que pendant des années, elle pensait qu'elle était ton amie, mais en fait, elle ne pensait pas ce qu'elle pensait. Donc quand est-ce que la personne, tu sais qu'elle pense ce qu'elle pense, seulement quand elle vit ce qu'elle pense. Comme si toi tu vas dire c'est important la pudeur. Ouais, bien sûr. T'es pudique? Non, la vérité, il fait chaud. Bon, t'es pas pudique. C'est pas grave. Tu mets les collants en été. Non, au Maroc, on les mettait pas. Ok, tu te couvres la tête. Non, ça me donne des boutons. C'est pas grave. Moi, mes grands-mères, à 14 ans, elles se sont mariées. Elles ne sont pas découvert les cheveux jusqu'à leur mort. Je dis, ouais, mais c'était exagéré. C'était une autre époque. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on est des goyotes et ça se passe très bien. Non! Ils avaient la tête couverte jusqu'à leur mort. Ouais. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que eux, ils ont voilé des cheveux qui auraient pu être dévoilés, parce qu'ils avaient des très beaux cheveux, hein, ne crois pas. Hein. Et leurs petits-enfants, ils ont dévoilé la Torah à des gens pour qui elle était voilée. C'est une loi physique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc toi, tu croyais que c'était des arriérés de la mythologie, alors qu'en fait, elles ont investi dans l'avenir. Elles ont mis de la kedusha dans leur personne, qui s'inscrit dans leurs enfants, qui s'inscrit dans leurs petits-enfants. Ça s'appelle un investissement. L'autre, il a acheté des appartements, et grâce à Dieu, maintenant, il vit dans un studio en longueur, à Givat Shaul. En fait, ça s'appelle une tombe. C'est un studio en longueur. Le mec, il a 1000 mètres carrés à Miami Beach, avec vue sur la mer, et là-bas, il est sous la terre avec vue sur la terre. Tu dis, c'est angoissant. En Bretagne, on va tous y aller, vous êtes au courant, non? Je sais, le plus tard possible, mais c'est vrai. Vous comprenez ce que je dis ou non? Les gens disent, non, je ne veux pas penser à ça, mais je te conseille d'y penser, parce que après, quand tu es là-bas, c'est pour l'éternité. Tu dis, non, mais je ne vais pas rester là-bas, je vais à l'Olam. Ok, tu vas à l'Olam. En fonction de quoi? En fonction de ton niveau de proximité avec le spirituel, avec le divin. Mais si tu es juste de la viande, elle reste dans le trou, hein. Ça devient de la terre. Je dis, mais c'est grave ce que vous dites. Mais moi, je m'en fous, je le dis. Toi, tu le penses et tu le vis. Non, je vous dis, à Paris, il m'appelle le décapsuleur. Ça réveille. Le sang Pellegrino, glacé. Mais ça fait du bien. Ça s'appelle le Hémet. Et dans Hémet, il y a Met. Alors, vous savez ce qui est dommage? C'est pas de mourir. C'est de mourir de son vivant. De son vivant. Mort, voilà. C'est que la personne, elle est vivante, mais elle est morte. Tu vas t'arranger avec ton mari. Laisse tomber, c'est mort. Tu veux on parle à ton fils? Non, il m'écoute pas, c'est mort. Bon, tu veux faire autre chose dans le business? Laisse tomber, c'est mort. Bon, tu veux faire tes chouvas? Tu veux t'améliorer? Non. Mon père n'a jamais fait tes chouvas. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai aussi, d'accord? Donc, toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est l'occasion d'être vivant ou d'être mort. C'est ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ouais. Natati lefanecha et haim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ou bacharta bachaim, ou non. Il y a des gens qui choisissent la mort. Comment on existe par la si on parle de alors, en fait, c'est un peu compliqué. Mais on va faire des marasim, d'accord? Et ces marasim, ces actes-là, ils sont l'expression de notre existence, puisqu'on va exister. Ouais. Mais le projet, écoutez bien ce que je vous dis, c'est pas ce que tu produis,
c'est ce que tu deviens grâce à ce que tu as produit. Par exemple, le gars, il a fait 10 ans d'études. D'accord? Il a rempli des cahiers, il a fait des examens, il a rempli des cahiers, il a fait des examens, il a rempli des cahiers, il a fait des examens. À la fin, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'il est médecin. Il est médecin. Mais quand il est tout nu au migvé, tu ne peux pas savoir s'il est médecin ou s'il est peintre en bâtiment. Tu dis, mais j'ai tous mes cahiers. Tu ne vas pas venir avec tes cahiers à chaque fois pour prouver que tu es médecin. Donc écoutez bien, ce que tu as fait, c'est remplir les cahiers. Ce que tu es devenu, c'est médecin. Le projet, c'est de devenir, c'est pas de faire. Donc il y a besoin des ma'asim, mais les ma'asim que tu fais, en vérité, ils vont avoir une résonance sur ta mahashava. Pourquoi? Parce que d'abord tu penses quelque chose, après tu l'appliques. Quand tu l'appliques, ça prouve que tu le penses, donc tu deviens ta pensée. C'est ça que c'est écrit dans la Torah. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha vayadarta va'ashevota el levavecha. Pourquoi la Torah elle parle toujours du cœur? Pourquoi? C'est pas le cœur, encore une fois, les émotions. C'est pas de se mettre à crier la nuit, Gabriel. Non, c'est autre chose. C'est un syndrome, ça s'appelle Johnny. Non. Non, le cœur, c'est ton intériorité. Oui. Maintenant, je vous le résume. Ouais, parce que je sais pas, il n'y a pas de limite. Moi, pour moi, il est 7h30 du soir. Ouais. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Tout ce qu'on travaille dans le conscient, c'est pour faire pénétrer dans le subconscient. Vous me suivez ou non? Par exemple, vous avez un enfant, ça peut arriver, c'est une maladie cyclique, ça s'appelle la grossesse. Bon, tu as cette fille, elle est là, elle est née, et vas-y, change la couche, et elle est là, et elle a un problème de reflux, et tu la prends, et des heures, et après elle grandit, et tu l'accompagnes, et après tu l'emmènes à l'école, et après elle a de la fièvre, et tu l'aides, après tu je sais pas moi, tu la fais grandir, et tu la suis dans sa scolarité, et après dans son adolescence, et dans sa crise d'adolescence, et là, qu'est-ce que tu as fait pendant 20 ans? Tu t'es occupé d'elle. Bon. Qu'est-ce que ça a provoqué le fait d'être occupé d'elle? Tu dis, je me suis occupé d'elle parce que je suis sa maman. Non, tu es devenu sa maman parce que tu t'es occupé d'elle. La preuve, c'est pas ta fille. Bon, ou ta sœur, elle est morte comme ça. Elle avait une fille. Les gens ils t'ont dit, écoute, on va la mettre à la... Tu dis, non, je vais la prendre. Donc tu t'es occupé d'elle pendant 20 ans. Pour elle, maintenant, elle a 20 ans. Quand tu lui demandes c'est qui ta mère, elle me dit, elle est là, ma mère. Ta mère, c'est celle qui s'est occupée de toi. Donc, tu es devenu sa mère en s'occupant d'elle. Donc, même ta fille à toi, tu es devenue sa mère en s'occupant d'elle. Vous suivez toujours? Maintenant, comment tu sais que c'est sa mère? C'est très simple. Mais c'est violent. Vous êtes bien? Vous êtes fragile psychologiquement? Vous êtes solide? Je raconte toujours la même histoire. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, c'est pas grave. Moi aussi, j'assiste à tous mes cours. Donc, il y a la mère, elle est ici à Miami. Ouais. Et sa fille, elle est à Paris. Elle s'est mariée avec un Français. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle retourne en Égypte. Donc, elle est là-bas. Et la maman, elle n'arrête pas de... Écoute, elle dit à son mari, Maurice, il faut qu'on appelle Myriam. Mais non, il y a 6 heures de décalage. Non, il faut qu'on l'appelle. J'arrête pas de penser à elle, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en plus, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, il faut qu'on l'appelle. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est comme mère juive? Il l'appelle, elle est en train d'accoucher la fille. Il doit laisser la mère. Ils appellent ça l'intuition maternelle. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es tellement pratiqué ta fille que la fille est rentrée dans le cœur. Ouais, mais en même temps, si la fille elle a vraiment fait son devoir de Kibbout Avaim, la mère elle est rentrée dans la fille. C'est pour ça que les gens quand ils voient la fille, ils disent vous n'êtes pas la fille d'un tel, d'une telle. Oui. Ah, pourtant ils se ressemblent pas du tout. L'autre elle est grande et mince et l'autre elle est baha et petite. Ouais. Pourquoi? Parce que ça s'appelle l'effet miroir. Elle rentre chez toi et toi tu rentres chez elle. Vous avez compris ou non? Et ben dans tout c'est pareil. Quand toi tu te donnes à fond en tant que médecin, tu vas avoir une intuition médicale de savoir c'est quoi le problème. Nous, on appelle ça la siyata d'Ishmaïa, l'autre, il appelle ça le professionnalisme et l'expérience. Mais ça ne change rien. Ça veut dire que tu as tellement pratiqué la médecine de tout ton cœur qu'elle est rentrée dans ton cœur. Et le cœur, vous savez où il est, le cœur? Il est au bout du moi. Et le moi, il est où? Juste avant la neshama. Et la neshama, elle voit tout. Donc, quand la personne, elle sacrifie son moi, qui est un abat-jour, devant la neshama donne l'information qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Et ça demande le sacrifice du moi. Et comment on appelle le sacrifice du moi? On l'appelle Messirut Nefesh. C'est ça la Messirut Nefesh. Alors quand tu t'es sacrifié ton moi pour la Torah elle te parle. Quand tu t'es sacrifié ton moi pour le couple il existe. Quand tu as sacrifié ton moi pour l'enfant il se développe.
Parce que le vrai écran de l'enfant, c'est le WAM, c'est le moi. Comme le vrai écran de toi-même, c'est le toi. Donc tu es obligé d'éliminer ce qui est nul en toi pour révéler ce qui est bon. Donc ça passe toujours par un phénomène d'élimination. Mais en même temps que tu vas éliminer, tu vas renforcer ta pensée profonde. Parce que pour réussir à éliminer ce qui est nul, il faut que ta conviction que tu es bon, elle soit forte. D'accord ? Donc, l'haltère, elle pèse lourd. Tu la portes, et tu la portes, et tu la portes. Et ton muscle, il est de plus en plus gros, et l'haltère est de plus en plus légère. Le contact avec l'autre, il est difficile. C'est son caractère, sa gueule, ses soupirs, ses haussements de sourcils, ses réponses ironiques, sa paroi, sa psychorigidité. Et toi, tu dis, je m'en fous, je vais au combat. Une fois, deux fois, trois fois. Tu as creusé le tunnel du mépris et de l'insensibilité. Tu es rentré dans la zone sensible. Après, tu as dépassé la zone sensible. Tu rentres dans l'union, dans la communion. Et tu rentres dans la communion des volontés. Et ça s'appelle l'amour en français. C'est un combat. Donc là, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as créé le lien entre les deux neshamot. Ça s'appelle l'amour. Là, tu as crevé l'abcès avec l'enfant. Ça y est, maintenant, vous avez créé la solidarité. Maintenant, tu l'as fait la même chose avec toi-même. Je vous dis, les trois quarts des gens ne sont pas eux-mêmes. Donc, ils ont une personne à l'extérieur qui vit dans le regard de l'autre. Voilà, je suis bien, c'est beau, ça fait plaisir. Comment tu me trouves ? Ça va ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouf, tu me fais une remarque, je vais mourir. Tu me fais un compliment, c'est extraordinaire. Et à part ça, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ça va ? Oh, Rachel. Bon, Rachel. Tu veux grandir ? Non, 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 c'est bon, c'est bon. J'ai ma représentativité extérieure qui fait le boulot. Et grâce à Dieu, c'est bien. Je suis une bonne actrice dans la commedia dell'arte. Mais t'es mal à l'aise, t'es pas heureuse, tu fais pas ce que tu veux, tu fais pas ce que tu penses, tu dis pas ce que tu dis. C'est pas grave. C'est de l'abnégation. Non, c'est pas de l'abnégation, c'est de la nullité. Oui, c'est vrai aussi. Donc tu dois développer le moi intérieur, tu dois développer le moi extérieur, et les deux ils doivent se rejoindre. Et quand les deux se rejoignent, ça veut dire que dans ta machashava, donc dans ce qui est chachouf pour toi, tu es bien. En français, on dit tu es bien dans ta peau. Mais bien, c'est quoi ? En hébreu, c'est tov. Et tov, dans le langage de Khamim, c'est complet. Donc tu es complet parce que ton moi intérieur et ton moi extérieur sont les mêmes. Tu es complet parce que toi et ta réalité, vous êtes en équation, en adéquation. Ouais. Parce que toi et ton mari, vous êtes bien. Parce que toi et tes enfants, vous êtes bien. C'est ça, tov. C'est bon ? Maintenant, encore une fois, tout ça pour vous expliquer que ça démarre dans la tête. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as compris que tu es ce que tu penses. Maintenant, quand toi, tu es ce que tu penses et que l'autre, il est ce qu'il pense, donc c'est deux essences qui se rejoignent, deux mahashavot. Maintenant, on a dit que la mahashava, vous vous rappelez, c'est le constituant principal de la semence. Ça va ? Donc quand on a un rapport sexuel, les deux semences se rejoignent. Mais la semence, elle est chargée de ce que tu es. Donc ce qui se passe en microscopique au niveau de la semence, c'est ce qui se passe en macroscopique au niveau du shalom bayit. C'est pour ça qu'on leur dit aux gens, il faut faire le shalom, il faut vous comprendre, il faut vous remettre en cause, il faut évoluer, il faut vous travailler. Non, 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 je suis comme je suis, je ne changerai jamais. Eh ben ça me saoule, eh ben elle n'est pas contente, elle a une de perdue, 10 de retrouvée. J'ai dit, c'est dommage que ce n'est pas une mitzvah d'être con parce qu'il y aurait des chassidim. Là, je ne m'occupe plus de couple, pratiquement. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'écouter des imbéciles. Tu as une femme extraordinaire, elle t'a donné 6 enfants. Tu as un mari incroyable, ça fait 30 ans qu'il se débat pour ton confort et vous vous engueulez pour des lourdeurs. Ah oui, mais je vais vous expliquer. En plus, tu me prends pour un brel. Mais moi, je vois vos deux Yetzirara, je vois vos deux immaturités, et toi, tu veux m'expliquer que c'est la faute de l'autre. Mais quel âge t'as pour continuer à penser que tu es dans la situation et que tu n'es pas concerné ? C'est un phénomène. Ah, mais j'ai rien à voir, c'est une erreur. Bah écoutez, on s'est marié trop vite. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, bon, c'était de l'aérophagie. Lui, il m'a dit qu'il était américain, mais en réalité, il était un marocain. C'est tout, c'est une erreur depuis le départ. Faut divorcer. Ah, on peut pas, à cause des enfants, on attend qu'ils meurent. Ça, c'est de l'humour ashkénaze, ouais. Tu dis, mais
excusez-moi, mais Met, je vous aime toutes, mais la vie elle est trop courte. C'est dommage. Tu peux pas nier que tu existes jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, tu t'éclates un bouton d'acné, tu dis merde, il y a quelqu'un derrière le miroir. Ah oui, c'est toi. À ce moment-là, découverte du sexe opposé, problème d'orientation, je fais médecine, je fais la yeshiva, je fais le séminaire. Là, tu rencontres ton mari, mécanique, évidemment, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se truquer, donc on se marie, on fait un bébé, 2 bébés, 3 bébés. Après, vite, il faut payer la bar mitzvah, il faut payer le bâtiment, il faut payer le truc, il faut payer la maison, il faut payer les voyages en vacances, il faut préparer les valises. Et après, on arrive 45 ans, 50 ans, et là, burn-out. Et c'est burn-out de quoi? Oui, vous comprenez, mon psy m'a expliqué, d'ailleurs j'ai vu qu'il avait des vues sur moi, que je n'ai jamais été moi-même. Donc c'est quoi le tikkun? C'est de se barrer de la maison? Non, le tikkun c'est d'être soi-même. Alors vous savez comment on appelle être soi-même en thérapie? Ça s'appelle trouver l'équilibre. Vous savez comment on appelle dans la Torah? Faire teshuva. C'est facile. Les gens comptent la teshuva, c'est d'acheter une perruque, de se mettre du plomb et s'entraîner devant la glace. Baruch Hashem, Eman Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Eman Hashem, Chasdei Hashem. Je le dis bien comme ça? Oui, Christine, c'est magnifique. Ah, merci. La teshuva, c'est à l'intérieur. Ça, c'est du spectacle. D'accord? Mais c'est vrai que c'est plus facile de jouer un rôle que d'assumer son rôle. Donc, dans cette logique-là, on a compris qu'en vérité, quand tu fabriques ta pensée, ouais, donc on a compris que Mahashava, c'est-à-dire que tu construis ta pensée profonde, tu pratiques, d'accord? C'est-à-dire que quand tu émettes, tu veux t'habiller sniout, et que tu t'habilles sniout, et tu te cherches les modèles, et tu l'amènes chez la couturière, et tu fermes les fentes, et tu fermes le décolleté, ouais, et tu mets ta perruque, tu mets ton foulard, et il fait chaud, et c'est dur, et les copines elles se moquent de toi, mais allez, sois cool, regarde le prof de gym, comment il est mignon, tu veux pas te faire un petit coup, vite fait? Tu dis, je peux pas, ma grand-mère c'était la tzadékette de Marrakech, je vais aller dans les vestiaires avec un cheval, la vérité c'est jument. Pourquoi tu peux pas? Tu sais pourquoi tu peux pas? Pourquoi? Parce que c'est contre nature. Vous avez compris ou non? Tu dis, oui, mais c'est assourd dans la Torah, oui. Et ça se fait pas, oui. Et en plus, même une Goya, elle comprend qu'elle est mariée, oui. Mais toi, t'as tellement pratiqué, ton mariage que tu peux pas tromper parce que c'est impossible. Tu vas vomir. Il s'approche et excusez-moi, monsieur, je peux pas. L'autre, elle consomme, elle fait la vera, elle tombe enceinte et après elle dit, oh, mais si je l'aimais pas, hein, je l'aimais pas du tout. Comme un gars, il m'a dit, mais c'est pas un adultère, c'était juste sexuel. Ben, ça pouvait être quoi de plus? Ils sont bizarres les gens. C'est juste sexuel, je sais pas si vous... Ouais. Comme les goïms, les Américains, ils sortent ensemble, ils couchent pendant 3 mois, et après il dit, tu sais, je crois que j'ai des sentiments. Quoi, tu m'aimes? Ah bon? Ok, c'était qui l'animal qui était en train de me dévorer tous les jours? Mais les Juifs, ils rentrent dans cette pensée-là. Ouais. Que je suis égoïste et je profite, et toi tu me donnes ton corps, moi je donne le tien. On fait de la masturbation en communauté, en fait, on se fait plaisir, ouais. Et après, peut-être que si on est compatible, eh ben, peut-être que si nos parents sont d'accord, peut-être qu'on pourrait éventuellement envisager un mariage avec un divorce dans 18 mois, pas plus, pas moins. C'est ça le mariage. Et c'est ça ta référence, toi. Nous, on a Sarah Imenu, on a Abraham, on a Yitzhak, on a Rabbi Kibager, on a Rabbi Yaakov Bersera, et toi, ta référence, c'est une folle qui passe à la télé. On est chez les fous. Vous êtes bien placés ici. Vous avez, grâce à Dieu, vous avez des phénomènes. Vous savez que le gars qui a inventé le wokisme, qui était un délire total, lui-même, il a reconnu que c'était faux. Mais étant donné que la bêtise se vend beaucoup mieux que la chorma, qu'il y a toujours plus de clients pour aller au casino que pour aller à la yeshiva, donc c'est normal que ça marche. Mais encore une fois, je répète, est-ce que toi, au niveau individuel, tu ne devrais pas quand même te poser la question, parce que c'est quand même ta vie là qui est en train de passer. C'est quand même ton couple, c'est quand même tes enfants. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah, elle te dit encore une fois que tout ce que tu vas pratiquer de toutes tes forces, selon la halacha, par amour d'Hachem et sans aucun intérêt, ça rentre dans ton cœur. Ça va? Donc ce que tu n'as pas pratiqué, tu as compris, ça ne rentre pas dans le cœur.
Ce que tu n'as pas pratiqué par amour, mais par intérêt, ça ne marche pas non plus. Ce que tu as pratiqué, mais pas selon l'halakha, parce qu'on avait l'habitude d'acheter le pain l'après-midi de Pessah, le dernier jour. Donc, tu n'as pas fait Pessah. Si, mais on achetait le pain plus tôt. Bon, ils ont rien compris, ouais. Donc, le problème, écoutez-moi bien. Encore une fois, vous êtes bien. Vous êtes solide. Je ne sais pas si je dois vous le dire. Je vous le dis quand même. La partie de toi qui va aller au monde futur, c'est cette personne-là que tu es devenue. Tu dis, mais j'ai fait plein de dons. J'ai fait des dons. Tu vas revenir, si Dieu veut, en carnet de serfa. En carnet de dons. Ouais. En plus, tu arrives là-haut, tu dis, voilà, ta part de Olam Haba. Bon, c'est un beau palais. Tu vas dans la chambre, il y a un mec qui est assis, il s'appelle Mathieu. Tu dis, mais Mathieu, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, bah écoute, j'ai 66% de ton Olam Haba, puisque tu l'as remboursé en impôts. Ah, j'avais pas pensé à ça. Nul n'est censé ignorer la foi. C'est comme les gens qui viennent me voir, mais Rabbi Chétrit, vous trouvez normal que dans le couple, il n'y a pas de communication? Je dis, je sais pas, moi je connais pas ton couple, mais est-ce que toi, tu as mis de la communication? Ah, pas du tout. Ah non, moi je suis un taiseux, moi je parle pas, je dis rien, j'ai pas, on se comprend pas, voilà. Donc, il n'y en a pas alors. Non, il n'y en a pas. Donc, pourquoi tu viens, tu me dis que vous trouvez normal qu'il n'y en a pas? Mais normal, c'est normé. Dans ton couple, c'est normé qu'il n'y a pas de communication, donc c'est normal. Vous comprenez ce que je dis ou... D'accord? Donc, de la même manière, toi, tu vas à des cours, tu fais Shabbat, tu fais des fêtes, tu te couvres la tête, tu veux aller au monde futur. Oui, bien sûr. Dis-moi, c'est quelle partie qui va au monde futur? Qui? Les jupes, c'est quoi? La perruque, elle va y aller? Tu la mets dans le kever, tu dis, si je veux celle-là. Les Eilon Mishmat, la perruque. Ouais. Non, c'est ce que tu es devenu. Alors, comment tu sais que tu deviens? Parce que c'est pas facile. C'est dur de changer. Ouais. Moi, je dis, ma femme, 40 ans de couple, 40 ans de travail, 40 ans de bonheur. Jamais, aucunement, il y a eu un effort de dire, non. C'est gros ou non? Pourquoi? Parce que l'effort rend fort. Et quand tu es fort, il n'y a plus d'effort. Alors, comment on dit fort en hébreu? Gibor. Et Gibor, c'est Gever. Et Gever, c'est adulte. Donc, si tu es adulte. Adulte. Gever. Geveret, c'est une dame. Yalda, c'est une gamine. Geveret, c'est une dame. C'est une femme. Mature. Ouais. Donc, si tu es mature, ouais, tu es Gever. Si tu es Gever, ouais, tu es fort. Si tu es fort, il n'y a plus d'effort. Donc, tous les gens qui ont l'impression d'être obligés de faire, là j'ai soupiré, de faire des efforts, c'est pas parce que la situation l'exige, c'est parce qu'ils veulent pas grandir. Or, ce qui te fait grandir, c'est le changement. Et le changement, c'est que ta nature profonde, elle change. Et c'est ta nature profonde changée qui va au Olam Haba. Et où tu mesures la nature profonde changée? Dans le fait que tu vis ce que tu penses. Ça va? Donc, tu veux savoir si tu es marié? Regarde comment tu réagis. Tu veux savoir si c'était tes parents, mais pas une fois par an. Regarde comment tu assumes tes enfants. Si tu dis, oui, mais je sais que j'ai un problème de poids, mais j'arrive pas à tenir devant les gâteaux. Okay, c'est pas grave, mais mange. Au moins tu kiffes. Parce que si tu kiffes le sucre, tu vas vivre 82 ans. Si tu enlèves le sucre, bon, tu vas vivre 83 ans. C'est dommage parce que tu as fait la gueule pendant 82 ans. Parce que tu dis, moi j'aime le sucre, je peux pas manger, moi j'ai pas le droit. Excusez-moi, j'ai pas le droit. Je peux pas. Et les autres, ils sont... Mais autant kiffer. Mais si tu penses vraiment que c'est mauvais pour toi, ça te manque pas. Si vous, non? Comme la drogue, elle vous manque pas, non? La pornographie non plus. Donc, tu as compris qu'une chose qui est mauvaise pour toi, quand tu as accepté qu'elle est mauvaise pour toi, elle ne te manque pas. Donc, pourquoi elle lui manque à celui-là? Il va tous les soirs sur... Parce que ça lui manque. Pourquoi ça lui manque? Parce qu'il n'a pas réglé le problème. Donc, ça veut dire que sa kedusha, elle n'est pas rentrée dans son cœur. Donc, il n'est pas devenu assez kadosh pour pouvoir réussir à lutter contre cette tendance. Donc, il est attiré. C'est comme le gars, il insulte... Il a insulté sa femme. Après, il s'excuse, excuse-moi mon amour, ça m'a échappé.
la femme, elle dit, j'accepte tes excuses, mais j'ai une question. Pourquoi ça t'échappe jamais avec ta mère? Puisque c'est quelque chose qui est incontrôlé. Donc la logique, c'est ça. C'est une logique de conditionnement. Quand tu t'es conditionné à un énorme respect qui est lié à une énorme reconnaissance, donc même par erreur, tu peux pas manquer de respect. T'as compris ou non? Donc c'est pas le gros mot qui est grave. Ce qui est grave, c'est que c'est symptomatique d'un problème de conscience du respect que tu as pour l'autre. Dans tout, c'est pareil. Le mec, il a travaillé l'honnêteté. Il a refusé des gros deals d'embrouille. Il a rejeté des énormes contrats qui étaient de la magouille. Le jour où on lui propose un petit délit d'initié à $5,000, il peut pas. Il ne peut pas. Alors tu dis, mais parce que c'est assourd? Non. Parce que c'est pas bien? Non. Parce que c'est pas joli? Non. Pourquoi? C'est contre nature. Ça veut dire que l'honnêteté, elle est rentrée dans sa nature. Ouais. Moi, je vois les gens qui me disent, Rav, j'ai oublié de mettre les filines. Mais comment t'as oublié? T'as déjà vu un mec qui arrive au travail sans pantalon? La secrétaire dit, excusez-moi, je crois qu'il manque le bas. Oh, en plus, il n'y a pas la culotte non plus. Oh, je me disais, il y a un sacré courant d'air. Mais tu peux pas aller sans culotte au travail. T'as marché 35 minutes dans la rue, tu te rends compte, t'as descendu toute l'avenue, la 5e avenue, sans slip et sans pantalon. Tu dis, mais c'est de la folie, c'est un niveau d'inconscience incroyable. Non, ça n'arrive jamais. Ah bon? Ça n'arrive jamais. Ah bon? Alors comment t'as fait pour oublier les tefilines? C'est-à-dire que les tefilines, ils ne sont pas rentrés dans ton cœur. Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on pratique dans le conscient, c'est pour que ça rentre dans le subconscient. Ça, je raconte cette dernière illustration, après je vous laisse tranquille, parce qu'elle a fait 1h21. Donc là, il y a la moitié de la salle qui doit prier pour que je m'étouffe. Il y en a une seule qui a dit Chazé Shalom, je remarque. Ma grand-mère, la mère de ma mère. Bon, mes deux grand-mères, c'est des tzadékettes. Vraiment des vraies. Parce qu'elle elle était sur son lit de mort. Elle est en train de mourir. Et elle est déjà un peu dans le coma. Et c'est fini. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que la dernière chose qu'elle a demandé, avant de tomber dans le coma, c'est d'aller aux toilettes et de se laver. Elle a dit, je ne veux pas partir sale. Regarde à quoi il pensait avant de mourir. D'accord? Bon, et donc elle est dans le coma. Et il y a une des petites filles, bon, qui n'est pas religieuse du tout, grâce à Dieu. Bon, elle est à Jérusalem, c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais faire une tisane à mamie. Donc elle prend, c'est Shabbat, elle allume le feu. Shabbat à Jérusalem. Elle prend de l'eau, elle la fait cuire. Shabbat à Jérusalem. Elle met le thé dedans. Shabbat à Jérusalem, Bishul Minatora. Et après, elle prend elle attend que ça refroidisse un peu. Elle lui met dans la bouche à la grand-mère, qui était dans le coma. Ouais. Et la grand-mère, dans le coma, elle dit, Shipt, Shabbat. Sept. C'est Shabbat. Question à 2 millions d'euros. Laquelle des deux qui est dans le coma? T'as compris? L'autre, elle a 20 ans. Elle est en pleine conscience. Elle est à Jérusalem, en Israël. C'est pas qu'elle est au Togo, dans une case, en train de faire Angamba Wongalewa. Ouais. Et elle allume le feu, comme ça, mec, détendu. Véné Hachem à la Haaretz. Ouais. Et elle fait cuire l'eau, elle voit que ça bout, elle dit, ah, grâce à Dieu, ça marche. Et elle met le thé, et toujours dans le coma. Et l'autre, dans le coma, elle dit, Shift, écoutez bien ce que je vous dis. Ça veut dire parce qu'elle avait une irat shamayim de folie, hein, ma grand-mère. Écoutez-moi bien. Elle a tellement pratiqué, elle a tellement investi, elle a tellement sacrifié pour le Shabbat, c'est fini. C'est sa nature. Le Shabbat, c'est sa nature. D'accord? Donc elle ne peut pas, même par erreur, même dans le coma, ouais, tu la vois l'autre, elle prend sa voiture, Shabbat, papa. Bon, tu sais, où est-ce qu'il est le Shabbat plein? Bernard-Bourg, ah tiens, viens, on y va. Et elle chante, elle prend sa voiture Shabbat et elle chante Veshamero Bene Israël est à Shabbat. Aïe, 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 il y avait le piout de mon grand-père à Marrakech. Hein, il était connu à Rabbi Amram Kharada. Ouais. Mais ça va, tu te sens pas mais va à pied. Non. Parce qu'elle n'est pas rentrée dans son cœur. Elle est rentrée dans la Hada. Elle est rentrée dans les habitudes. Elle est rentrée dans la culture. Parce que c'est elle qui organise la Iloula, je te dis pas. Elle fait une Iloula, mais une Iloula, $125,000. Rien qu'en alcool. Ouais. Mais elle ne fait pas Shabbat. Peut-être que le tzaddik, il préfère que tu fasses $100 de Iloula, mais que tu fais Shabbat. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est que
quand c'est marqué Vaïgash Yehuda, ça veut dire que Yehuda, il s'est mis en situation mentale et morale. Et ça marche. Vous aussi, vous avez des maris, enfin un mari, j'espère, ouais. Donc, vous vous mettez en situation mentale de lui parler. Et vos enfants, vous mettez en situation mentale de leur transmettre. Et avant que vous parlez, il se passe quelque chose. Et bien, avec Hachem, c'est pareil. Vous mettez en situation mentale que vous êtes devant Hachem. Et les femmes encore plus, parce que nous, les hommes, on a besoin de la prière, on a besoin des téphilines, on a besoin de la synagogue. Vous n'avez pas besoin, vous. Ouais, moi j'ai dit, hein. Moi j'ai étudié la Gemara Brachot. J'ai pratiquement appris par cœur le 5e Pérec qui parle de la prière. J'ai étudié le Rambam, j'ai étudié le Rosh, tous les commentaires de la Gemara sur le passage de la Kavana, de la concentration. J'ai étudié le Rambam en Youn, d'accord, Maïmonide, sur la concentration dans la prière. J'ai étudié après le Raphaïm sur le Rambam. J'ai étudié le Chazoni sur le Raphaïm. Ouais. J'ai fait des chabourot, des exposés talmudiques sur la Kavana. J'ai étudié le Nefesh HaChaim, le 2e Pérec, qui parle de la Kavana. J'ai étudié des livres de Kabbalah sur la Kavana. Et je ne suis pas arrivé à la Kavana de ma mère, ouais, qui ne sait pas lire. Et que le matin, elle met la main sur la mezouza et elle prie. Aïe, 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 aïe. Vous avez compris la différence? C'est que des fois, le sophistiqué, il t'éloigne du naturel. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup de bien. Alors juste avant que vous partiez, parce que c'est quand même pour ça, j'ai amené le livre de ma femme. Il est extraordinaire, d'accord? Voilà, j'étais à Ramat Gan il y a 2 Shabbats. Une femme, elle m'a dit, écoutez, j'ai lu le livre de votre femme. J'ai été touché, j'ai été choqué, j'ai pleuré pendant toute la lecture, mais je ne la connaissais pas. Et après le soir, j'ai dormi, j'ai rêvé d'elle. Donc pour vous dire que le livre est très très fort. Donc je vous le conseille. Après, vous avez le livre bleu qui s'appelle La vie. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Donc celui-là, il correspond à peu près à 3 ans de thérapie. Maintenant, je sais que vous n'en avez pas besoin. Grâce à Dieu, vous êtes toutes avec un coach que vous payez très cher. Et ensuite, il y a le livre qui s'appelle Méthode d'utilisation. Donc en fait, c'est une coach qui l'a écrit. Parce que moi, mon problème, c'est que le cours est très très dense. D'accord? Là, par exemple, là, vous avez écouté le cours. Voilà. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, je l'ai enregistré. Je vais le mettre sur YouTube. Ouais. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, le droit d'être brel est constitutionnel. Vous laissez 2 ou 3 jours, il faut décanter là, parce que là, il y a l'ouragan Yahya qui est passé dans votre vie. Vous prenez le cours, vous le réécoutez en notant chaque phrase. Parce que là, vous avez retenu en moyenne 1,8%, d'après les psychologues. Ouais. Donc, vous reprenez les notes. Après, donc ça va vous prendre 30-40 pages. Après, vous découpez en 12 séquences. Et après, vous mettez en application chaque séquence pendant 1 mois. Et dans 1 an, on se revoit, je reviens, et vous me dites, Raveria, le cours de la dernière fois, j'ai compris. J'exagère pas. Hein. Moi, j'ai des psychologues, ils me disent, dans le cours sur la joie, il y a 1 an de thérapie. Il dure 1 heure, le cours. Et enfin, vous avez le livre rouge. Si vous n'avez pas l'occasion de faire 15 ans d'Yeshiva, maintenant, le seul avantage que vous avez, si vous l'achetez, c'est que je peux faire une bracha dedans. Et comme la Gemara dit que celui